Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vois qu'il est 11h02. Je vais continuer à autoriser les entrées au fur et à mesure. Mais voilà, avant de passer la parole à Jérôme, qui lui pourra vraiment vous faire la substantifique moelle du sujet et vraiment traiter tout ce qui est le sujet d'aujourd'hui, je voulais vous faire une toute petite rapide introduction sur pourquoi ce webinaire, pourquoi aujourd'hui. Donc voilà, on organise ce webinaire avec Capgame, donc qui est une association engagée sur toutes les problématiques d'accessibilité du jeu vidéo depuis ça très longtemps. On est ravis de vous avoir. Merci beaucoup encore, hein, Jérôme, aujourd'hui. Le but de ce webinaire, ça va vraiment être de vous donner l'état de l'art de ce qui se fait en matière d'accessibilité, de vous aider dans votre réflexion, dans l'amorce ou dans les réflexions que vous pouvez déjà avoir sur vos productions dans vos studios. Mais aussi, voilà, je parle bien sûr au nom du SNJV. On a en ce moment les soumissions qui sont ouvertes pour les Pégases 2025, donc pour tous les jeux qui sont commercialisés en 2024. Dans les éléments qui vont être discutés, il y a peut-être aussi des éléments qui vont vous aider pour vos soumissions, pour savoir dans votre soumission, si vous soumettez un jeu accessible, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant ou comment définir si votre jeu est accessible. Et même si certaines d'entre vous sont des académiciens et votent pour les Pégases 2025. Voilà, on espère aussi que le contenu d'aujourd'hui pourra quand même vous aider à déterminer dans votre vote, voilà, à voir la réflexion sur l'accessibilité des jeux qui sont soumis, et voilà, et à vous aider dans tout ça. Donc c'était juste une toute petite introduction. On va avoir une présentation donc qui va durer à peu près 1 heure au max. Il y aura ensuite bien sûr une petite session de Q&A. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on verra si on les fait au fur et à mesure ou à la fin, ou alors à vous les noter et puis à les poser à la fin, voilà, pour que Jérôme puisse y répondre, et j'animerai si jamais il y a des questions ou des interrogations externes. Voilà, donc Jérôme, je te laisse la parole. Encore un grand merci d'être là à toutes et tous. Merci de vous être inscrits, merci d'être connectés. Et puis je laisse l'expert présenter. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup de nous accueillir et de nous permettre de partager quelques moments et informations avec toutes et tous. Bonjour à toutes et tous, merci d'être connectés en effet. D'être là ce matin. On a pas mal de slides à dépiler. L'idée c'est vraiment, je vais les dérouler et puis derrière on essaie de garder un maximum de temps pour des échanges. Avec vous. Donc, le titre volontairement provocateur, hein, vous avez bien compris, mais je reviendrai sur cette slide un petit peu plus tard dans le déroulé. L'accessibilité ne doit pas être une finalité. Bon, voilà, je pose ça et puis on en discute très vite ensuite. Juste deux mots pour me présenter. Moi, dans la vraie vie, je suis docteur en informatique. Je suis habilité à diriger la recherche. Je travaille dans un laboratoire de recherche qui est au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Mes thématiques de recherche sans grande originalité sont l'accessibilité numérique, et en particulier celle des jeux vidéo. Et dans ma vie parallèle, je suis cofondateur et président de Capgame, qui est une association qui a été créée en 2013 et qui travaille sur ces mêmes sujets d'accessibilité des jeux vidéo avec des axes de travail qui sont au nombre de 5 ou 6. On fait de la veille technologique historiquement depuis très longtemps. On fait du test de jeux vidéo grand public, donc on essaie de tester un maximum de jeux qui sortent pour expliquer un petit peu quels sont les facilitateurs ou les obstacles en termes d'accessibilité. Tous ces tests sont sortis ensuite sous forme d'articles sur le site web accessibles à toutes et tous. Et maintenant, on a aussi des vidéos sous-titrées évidemment et des Twitch de temps en temps sur ces mêmes sujets. On travaille en R&D, on a quelques projets de recherche en lien avec l'accessibilité des techs, donc VR, AR, 360, Serious Game, avec deux thésards, en l'occurrence en ce moment. On a toute une réflexion sur l'e-sport, accessible ou inclusif, comment on fait au-delà du jeu vidéo accessible, qui est nécessaire, qu'est-ce qui se passe tout autour de cet événement e-sportif, et on fait du consulting, des sensibilisations, des formations, du consulting en production, des playtests avec des personnes en situation de handicap pour accompagner l'industrie du jeu vidéo à faire des jeux de plus en plus accessibles. Le parti pris d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu à moitié finalement de contexte et puis vous donner des éléments de compréhension et peut-être de normes communes ou de référentiels communs quand on parle d'accessibilité, de handicap et tout ce qu'il y a autour appliqué aux jeux vidéo, et puis quelques exemples très incomplets évidemment, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps in fine, sur des bonnes pratiques, des choses que les joueurs et joueuses en situation de handicap attendent, et ce que vous pouvez faire, ou ce que peut-être vous avez déjà fait sans
forcément avoir identifié que ça relevait de l'accessibilité. Donc d'un point de vue du contexte, pour partir de très très loin, mais pas si loin que ça, la loi du 11 février 2005, c'est un peu la référence aujourd'hui, parce qu'elle a permis de redéfinir tout un cadre légal qui replaçait le handicap non plus centré sur la personne comme étant le problème, et avec une vision médicale peut-être, mais plutôt comme une interaction avec son environnement, c'est-à-dire qu'on parle bien aujourd'hui, quand on définit le handicap d'un point de vue légal, de la limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société. Et là, du coup, le jeu vidéo fait partie directement en fait de ce contexte de participation. Et ça relève plus du coup de la médecine, ça relève de tout à chacun, puisque cette définition volontairement très large va impacter tous les services, produits, trucs qu'on peut trouver dans la société. Définir l'accessibilité, ça nous paraissait important, quelque chose, c'est un mot qu'on utilise peut-être de manière un peu trop extensive. En ce qui nous concerne, c'est-à-dire la problématique d'utilisabilité, l'idée c'est de pouvoir réaliser une tâche, utiliser un truc et vous mettez ce que vous voulez derrière truc, dans un contexte qui est donné, à un moment donné. Donc on a cette contrainte de temporalité, donc peut-être que c'est à un moment donné, mais peut-être que c'est une durée contrainte. On a un système de capacité qui est lié à la personne, donc elle est capable de faire certaines choses, elle est peut-être pas capable de faire d'autres choses, ou partiellement capable de faire d'autres choses, et on a un certain nombre de ressources qui sont disponibles dans l'environnement et qui peuvent servir, dans le meilleur des cas, à réaliser cette tâche. L'exemple le plus classique, hein, c'est un petit peu celui qui est illustré ici, c'est-à-dire qu'on a une personne qui est en fauteuil roulant, donc elle est non marchante. Peu importe les raisons pour lesquelles elle est en fauteuil roulant, ça c'est le référentiel médical, il ne nous intéresse pas. Nous, on sait qu'elle est capable de rouler. La tâche à réaliser, c'est monter à l'étage, monter, s'élever en termes d'altitude. Et les ressources qui sont disponibles, elles peuvent être variables. Ça peut être un escalier pour monter à l'étage. Et là, on a une situation de handicap parce que le fauteuil roulant est inopérant dans ce contexte-là. Par contre, si on a une rampe à la place d'eux ou en complément de cet escalier, on n'a plus de situation de handicap, puisque le fauteuil roulant est compatible avec la rampe et la rampe permet d'atteindre la tâche qui est de monter à l'étage. Donc on a cette notion aujourd'hui qui est plus centrée sur la situation de handicap et plus sur le handicap. Le handicap, historiquement, relevant plus d'un problème pathologique, médical lié à la personne, de santé, etc. La situation de handicap, elle met bien l'emphase sur cette notion de triangulaire entre la tâche à réaliser, les capacités de la personne et l'environnement qui est ou pas équipé pour faciliter ou permettre la réalisation de cette tâche. Un autre terme un peu galvaudé qu'on trouve, c'est l'accessibilité universelle. Donc ça, c'est issu directement d'un site web du gouvernement. On n'est pas super fan à Capgame de la notion d'accessibilité universelle parce qu'il y a un risque non nul de mécompréhension finalement de ce qu'on veut exprimer. On évite d'utiliser ça parce que quand on utilise universel, on a l'impression que si on réfléchit bien ou si on met les ressources qu'on doit mettre, on va pouvoir rendre accessible à toutes et à tous n'importe quoi, ce qui nous semble complètement inatteignable à Capgame. Enfin, c'est une belle utopie, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas. Et donc, on évite de parler d'universalité de trop pour ces raisons. Pourquoi c'est pas possible de notre point de vue? Parce que, un spoiler, tout le monde est différent. Donc, on a une diversité d'usagers, d'utilisateurs, d'utilisatrices, de joueurs et de joueuses, en l'occurrence, avec des capacités perceptives différentes, avec des capacités cognitives différentes, avec des motricités différentes, mais on a aussi d'autres variables qui relèvent de l'environnement direct dans lequel évoluent les personnes, la culture, la langue qu'ils parlent, leur génération, et tout simplement aussi leurs envies. On ne peut pas forcer les gens, par exemple, à jouer à un jeu vidéo s'ils n'aiment pas ce jeu vidéo. Et donc tout ça fait que cette notion d'accessibilité, finalement, elle est beaucoup plus complexe et elle n'est probablement pas universelle parce qu'on n'a pas un référentiel unique commun pour toutes les populations sur Terre. Par contre, on peut carrément faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Pourquoi c'est améliorable? Parce que les approches qui sont utilisées aujourd'hui pour produire, donc là je ne parle pas forcément du jeu vidéo, mais plein d'exemples, tous les exemples de production de produits ou de services sont un peu basés là-dessus. C'est qu'on essaye d'optimiser les processus de production, et puis pour ça, on va faire des catégories, des standards qui vont nous permettre de dire, globalement, on répond
à la partie grasse de la courbe normale en ayant une offre qui est dimensionnée comme ça. Je ne vous apprends pas grand-chose là-dessus. On a des tailles de vêtements qui correspondent finalement à ces grandes catégories de S, M, L, XL. Et puis les gens qui sont un peu aux extrêmes de la courbe sont toujours un peu emmerdés pour trouver à s'habiller. Dans les transports en commun, c'est pareil, hein, que ce soit en train ou en avion, si vous avez une taille de bassin qui est dans la norme, ça va. Si vous avez un bassin qui va pas rentrer sur un siège, la seule solution que certaines compagnies d'avions en particulier vous proposent, peut-être de train aussi, c'est de payer 2 places pour avoir 2 sièges. Donc on a cette problématique aussi là. Et dans les jeux vidéo, on l'a évidemment, puisqu'on travaille avec des utilisateurs et des utilisatrices cibles, des joueurs cibles, pour lesquels on va faire user research, persona, etc. Et on ne va pas forcément s'intéresser aux bornes de cette courbe normale. Pour mettre un peu de focus sur l'aspect jeu vidéo, moi j'ai une définition que j'aime bien, parmi d'autres, hein, du jeu vidéo, qui vient de Bernard Switz, qui dit que c'est une attitude volontaire de dépasser des obstacles qui ne sont pas nécessaires. Donc on est pile sur la notion de challenge dans le jeu vidéo, et donc tout ce qui va derrière, le challenge optimal, les réglages, etc. Mais effectivement, on vient dans le jeu vidéo challenger les gens. Et ça vient attaquer directement la problématique de l'accessibilité. Enfin, c'est assez intriqué, puisque dans l'accessibilité, la mise en accessibilité, finalement, ça pourrait se résumer à faire tomber les barrières. Donc si on fait tomber toutes les barrières sans les différencier dans le jeu vidéo, on se retrouve avec un film, et c'est plus du tout l'objectif. Du coup, il y a une vraie problématique de considérer qu'est-ce qui relève du challenge qu'on a envie de proposer aux joueurs et aux joueuses, indépendamment de leur situation de handicap. C'est pas le sujet, c'est qu'est-ce qui relève du challenge et qu'est-ce qui relève de l'emmerdement non nécessaire qui est lié à une mauvaise compréhension ou une mauvaise perception du fonctionnement qu'on pourrait qualifier d'atypique, mais qu'on va juste qualifier de différent des personnes handicapées. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur les normes et les standards, sur le profil du joueur ou de la joueuse qu'on utilise aujourd'hui pour se demander si le jeu est bien réglé, si ça va fonctionner, etc., c'est qu'on le considère généralement voyant, avec une cognition qui a certaines capacités et compétences, avec une motricité qui est au moins capable de manipuler clavier souris et gamepad. Et on n'a pas forcément envisagé aujourd'hui systématiquement les écarts à ce modèle unique. Et c'est vers ça, finalement, que l'accessibilité du jeu vidéo va devoir tendre pour intégrer de plus en plus cette diversité de fonctionnement, tout scope confondu, et permettre à plus de monde de profiter des expériences vidéoludiques. En guise d'exemple, on peut prendre des QTE. Je n'ai pas d'avis sur les QTE, mais juste des fois, dans certains jeux, il y a des QTE. Et donc la tâche à réaliser, si on reprend le modèle de tout à l'heure avec la tâche à réaliser, l'environnement, les capacités de la personne, etc., la tâche à réaliser, c'est arriver à faire un combo, donc une séquence d'actions motrices dans un temps donné. Donc le temps est contraint, les capacités qui sont mobilisées chez la personne, c'est être capable d'appuyer sur les boutons qui sont spécifiés dans le QTE, au préalable de les identifier déjà, appuyer, et puis de déplacer le stick, qui n'est pas forcément la même action qu'appuyer sur un bouton. Et les moyens qui sont donnés par l'environnement, c'est évidemment le contrôleur. Donc là, en l'occurrence, c'est une manette qu'on doit tenir dans les mains avec un stick et des boutons disponibles. Si la personne est en capacité de manipuler une manette standard, il n'y a pas de problème sur les moyens. Si elle est en capacité d'appuyer suffisamment fort sur les boutons et de déplacer suffisamment précisément le stick, il n'y a pas de problème non plus là-dessus. Et si elle est capable de répondre aux contraintes temporelles spécifiées par le jeu, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y a un de ces éléments qui saute à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, on est sur un échec qui n'est pas lié qui est lié à la non prise en compte finalement de cette différence dont on parlait juste avant, cet écart à la norme.
Donc là, ça peut être un élément à minima de frustration et à maxima de désengagement du jeu, puisqu'on a, comme vous le savez, des QTE qui sont bloquants dans des jeux vidéo, qui peuvent par ailleurs être très accessibles. Et puis à un moment donné, c'est déjà arrivé avec des membres de Capgame, hein, qu'on tombe sur un QTE et que le QTE étant bloquant, bah, les gens recommencent éternellement et sont en échec éternel et donc se désengagent du jeu juste parce que ce QTE est obligatoire et bloquant. Là, la solution, et ça c'est de l'accessibilité, la solution, c'est de mettre un petit toggle dans le menu, dans un menu, accessibilité ou ailleurs, et dire bah, les QTE, moi je les veux optionnels, ou je les veux non bloquants, ou je les veux pas, parce que les QTE, ça m'intéresse pas en fait. Et c'est OK. Les gens qui sont chauds pour faire les QTE et qui veulent expérimenter la proposition initiale du designer ou de la designeuse peuvent garder cette proposition initiale. Et pour les autres, pour n'importe quelle raison, pouvoir les désactiver et donc profiter de l'expérience avec un niveau de sensibilité, d'envie, de confort, comme on a dit tout à l'heure, hein, qui est différent et qui va les satisfaire sans que ça soit un développement monstrueux et techniquement complexe. En fait, c'est un toggle qui dit on-off sur la présence de QTE. Tout ça pour arriver à cette slide qui résume un peu ces situations, c'est que on va avoir évidemment par rapport à cette diversité une infinité d'adaptations nécessaires. Pour un jeu donné, on va avoir des profils d'utilisateurs et d'utilisatrices qui vont être très différents, et donc on va avoir des besoins qui vont être très différents, et du coup ça veut dire des fonctionnalités qui vont être différentes, parfois antagonistes. Et même pour un joueur ou une joueuse donnée, la typologie du jeu fait que les problématiques auxquelles il ou elle va être confronté ne seront pas les mêmes. On ne va pas avoir les mêmes emmerdements sur un jeu de course automobile que sur un FPS en Battle Royale. Donc ça peut paraître énorme. Alors, c'est énorme, mais par contre, on a quelques moyens d'adresser cette équation pour que ça ne soit pas insoluble. Un autre point important, c'est que si on considère un gameplay donné et en considérant qu'on ne veut pas ou qu'on ne doit pas altérer le gameplay, des adaptations sont parfois pas suffisantes, pas possibles pour accéder au gameplay tel qu'il a été envisagé initialement. Mais ça ne veut pas dire qu'un accès partiel à ce gameplay ou un accès partiel à l'expérience de manière générale ne doit pas être considéré. On a trop souvent des retours de studios quand on est en consulting qui nous disent historiquement on ne l'a pas fait parce qu'on ne pouvait pas le faire à fond et du coup on n'avait pas l'idée, on n'avait pas la solution, on n'avait pas l'envie de casser le gameplay ou de proposer quelque chose qui était partiel par peur justement d'un mauvais retour. Et en fait, je pense qu'il faut déconstruire aussi cette perception. Un accès partiel, c'est mieux qu'un accès, c'est mieux que pas d'accès du tout pour une personne qui est complètement exclue de l'univers du jeu vidéo aujourd'hui. Et ça, on pourra en discuter plus longuement un petit peu plus tard. Quelques insights sur les moyens qu'on a à disposition aujourd'hui. Là encore, c'est pas du tout exhaustif et ça va m'être un peu frustrant parce que je vais principalement axer mon discours autour de cet appareil, donc qui est l'Xbox Adaptative Controller, qui est une manette que Xbox a conçue et commercialise aujourd'hui au milieu de ses autres manettes standards. Vous allez sur le store et vous la trouvez au milieu des manettes Elite, etc. Ça coûte un peu moins de 90 € de mémoire, donc c'est pas un prix hors scope. Et le gros avantage de la force de ce matériel, c'est qu'il est en capacité de proposer un interfaçage avec des trucs complètement exotiques pour des plateformes qui sont très mainstream. Donc comme c'est Microsoft, ça marche sur Xbox et ça marche sur les PC Windows. Donc on s'est reconnu comme une manette standard, encore une fois, par le système d'exploitation. Et comme vous le voyez sur la photo du haut, la face arrière, la tranche arrière, c'est 18 ou 19 prises mini jack qui permettent de remplacer tout ou partie de la manette de base, avec les boutons de façade, les triggers, les joysticks, même les boutons système, par des trucs qui se branchent ou qui s'interconnectent en mini jack. Et donc, quand je dis truc, c'est un peu volontaire, on peut avoir des
des boutons qui sont tout à fait disponibles dans le commerce. Et puis on peut aussi s'amuser à construire son propre bouton ou sa propre interface qui va remplacer tel ou tel bouton ou telle action dans le setup. Donc il y a 19 mini jack, il y a 2 USB à gauche et à droite que vous ne voyez pas forcément là, mais qui permettent de remplacer par un dispositif USB les joysticks gauche et droit de la manette de base. Vous avez une croix multidirectionnelle qui est disponible en standard sur la manette et 2 gros boutons noirs qui ne sont pas des tactiles, hein, qui sont juste des boutons classiques mais avec une grosse surface pour éviter d'avoir à être trop précis sur la manipulation de ces boutons. Adapter le matériel, du coup, ça peut passer par... maintenant, on peut passer facilement par ce genre de dispositif. Donc, Ori pour Switch, Oriflex existe aussi. Là, chez PlayStation, on a un équivalent un petit peu moins bon, mais on a quand même un équivalent qui tente de proposer des possibilités d'alternatives au setup de base. Et les alternatives, elles, sont infinies. Pourquoi c'est intéressant? Parce que chacun étant différent, chacune étant différent, on va avoir des besoins différents, des setups probablement différents. Si moi, ma tête fonctionne mieux que mes mains, je vais peut-être mettre les contacteurs, c'est-à-dire les boutons autour de ma tête, et positionner sur un appui-tête de fauteuil roulant. Si mes pieds sont disponibles et ont une bonne motricité, je vais peut-être jouer avec mes pieds et mettre des contacteurs ou des joysticks au niveau des pieds. Et donc ça, c'est open bar. Et c'est laissé à la discrétion et à la décision des utilisateurs et des utilisatrices finales, qui vont s'équiper avec tout ou partie de ces contacteurs, joysticks spéciaux, etc., qu'on vient brancher sur cette manette et qui vont leur permettre d'interfacer un matériel qui lui reste tout à fait standard. Oui, c'est pas forcément, j'en ai un peu parlé déjà, hein, l'idée c'est dire qu'on peut aller aussi jusqu'à envisager de remplacer des joysticks par des boutons numériques, ce qui permet de répondre à certaines problématiques motrices, de motricité fine par exemple, qui est moins bonne que le typique, et donc qui va permettre d'avoir une approche 0-1 plutôt que progressive. Et là encore, faciliter l'interface avec le jeu et les plateformes. Quelques exemples de bonnes pratiques que j'ai là encore échantillonnées de manière très très légère. Dans Suicide Squad, on a une option qui est assez intéressante qui va permettre de prendre en compte la capacité, le niveau de capacité de manipulation d'un bouton. Alors je l'ai appelé capacité bouton, je ne savais pas trop comment le spécifier mieux, mais les boutons, on a l'habitude dans le design de dire on peut appuyer dessus une fois, on peut maintenir le bouton, on peut mâcher le bouton. Ces 3 comportements qui sont assez classiques, qui sont dans la boîte à outils des designers d'interaction. Sauf que des personnes ne sont pas forcément à l'aise, ne sont pas forcément en capacité de maintenir une pression sur un bouton. D'autres ne vont pas être en capacité d'appuyer à répétition sur un bouton. Et si on design une interaction, alors pas forcément le QTE de tout à l'heure, mais juste une interaction in-game sur une base de comportement d'appui bouton pour lequel la personne n'est pas en capacité de réaliser, on rend le jeu inaccessible. Et donc là encore, l'approche, c'est pas de dire on va essayer de trouver un dénominateur commun entre tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices. CF, mon slide du début, tout est tout différent. On va tenter progressivement, quand je dis progressivement, c'est sur des années et sur des prods différentes successives, de mettre en place des outils qui vont être réutilisables et qui vont permettre d'adresser un certain nombre d'alternatives, d'implémenter un certain nombre d'alternatives qui vont être, en l'occurrence, assez réutilisables au fil des prods et dans différents types de jeux. Et là, pour la pression bouton, ça fait partie de ce set de comportements réutilisables de mon point de vue, puisque quand une personne n'est pas capable de maintenir un appui, elle n'est pas capable de maintenir un appui indépendamment du type de jeu, que ce soit un jeu de bagnole ou un jeu de tir, ne maintient pas l'appui. Donc pour pouvoir lui permettre de jouer quand même, c'est proposer une alternative à cette action qui est mappée sur un maintien d'appui, en ayant, comme le menu là le montre,
un moyen de spécifier un remplacement pour ce maintien d'appui. Donc, est-ce que on est capable de mâcher les boutons? Est-ce qu'on est capable de les appuyer? Est-ce qu'on est capable de les maintenir? Et sinon, qu'est-ce qu'on préfère en fait comme type de comportement vis-à-vis de ce bouton? Et en spécifiant ce type de comportement qu'on est capable ou avec lequel on se sent plus confortable d'être, et ben le jeu va adapter, remapper l'association entre le comportement bouton et l'action à réaliser. Surtout si c'est des actions core gameplay pour lesquelles on ne peut pas avoir de bypass, contrairement au QTE tout à l'heure. Je parlais de remapping de manière un peu légère, c'est un des points les plus importants aujourd'hui et une des features les plus attendues par les joueurs et les joueuses en situation de handicap, c'est la capacité de redéfinir l'association entre des actions dans le jeu et les contrôles physiques qui leur sont associés. Donc si on prend l'exemple d'un jeu de versus, un Street Fighter. Dans Street Fighter, depuis très longtemps, vous avez la capacité de remapper complètement les actions sur les différentes parties de la manette ou clavier souris, hein, ça marche également. Ça relève juste d'un niveau de confort des joueurs et des joueuses historiques, hein, qui préfèrent certaines configurations à d'autres. Mais évidemment, si on étend un petit peu ce raisonnement, ça doit permettre à des personnes qui ne sont pas à l'aise ou qui ne sont pas en capacité d'utiliser une partie du dispositif, donc clavier souris ou manette, de remettre les actions importantes ou les plus importantes dans le jeu ou pour elles sur une partie de la manette pour laquelle ils ont un accès optimal. Et puis peut-être de mettre des actions secondaires sur des parties de la manette qui sont plus problématiques, ou de les remapper sur complètement autre chose. Peu importe, là, encore une fois, le remapping, donc cette capacité qui est laissée à l'utilisateur, l'utilisatrice de réassocier ses actions avec les périphériques, ça permet de s'assurer que toutes et tous, on va pouvoir spécifier notre setup optimal en termes d'association, contrôle et périphérique. Et ça évite, là encore, d'essayer de trouver un dénominateur commun en faisant des playtests, en disant bah oui, non, en fait, on se rend compte que 80% des gens n'aiment pas que cette action soit sur la gâchette, donc on va la mettre sur un bouton de face. Ok, là ça marche, mais en fait, si on dit qu'à la fin 80% des gens sont contents de l'avoir en bouton de face plutôt que sur une gâchette, ça veut dire qu'il y a 20% des gens quand même qui restent sur le carreau. Et donc on est toujours sur ces dilemmes quand on est sur du playtest, alors que si on passe par du remapping, on peut, si on a envie, essayer de trouver une configuration optimale pour le groupe majoritaire. Mais en mettant proposant cette fonctionnalité de remapping, on s'assure que les 20% qui ne sont pas OK avec nos résultats et nos choix seront en capacité de reconfigurer pour être le plus confort possible et être optimaux avec cette configuration qui leur est propre. Dans d'autres features intéressantes, c'est évidemment les aides à la visée. Alors, on peut avoir aussi une grosse discussion sur les systèmes de triche, l'e-sport, etc. Mais voilà, on ne va pas l'avoir en fait. Ça sera un autre webinaire peut-être. Mais les aides à la visée vont permettre à des personnes pour qui ce challenge particulier au milieu d'autres challenges, les autres challenges c'est quoi? C'est identifier les éléments de l'environnement, les PNJ, les coéquipières, les ennemis, c'est mettre en place une stratégie. Donc il y a tout un tas de challenges ou de choses qui sont à réaliser. Et peut-être que la personne est en capacité de faire tout ça, mais que au niveau de la motricité fine, ça déconne. Et si la motricité fine déconne, le challenge de visée devient un vrai problème, alors que tout le reste est OK. Du coup, des aides à la visée sont intéressantes pour ça. Et là, il y en a deux deux types d'aides à la visée, ou deux comportements qui peuvent être activés ou pas. Encore une fois, on est toujours dans l'alternative, c'est pas un dénominateur commun. Et c'est l'accroche. Donc quand on se retrouve proche d'une cible, on va avoir un snapping qui va amener le viseur directement sur la cible, et ça évite d'avoir cette motricité fine, cette dernière approche que la personne n'est pas capable de réaliser a priori, et donc de la compenser. Et le suivi de la même manière,
systématiquement mobiliser cette motricité fine pour suivre une cible. Peut-être qu'une fois qu'elle est accrochée, la suivre, c'est un problème pour la personne, et donc on peut l'automatiser également. Ça pose évidemment, on va quand même avoir une micro-discussion sur la triche, ça pose évidemment des problématiques d'équité et d'équilibrage des challenges, ce qui n'est pas un problème en jeu solo, ce qui devient un problème en jeu multi et dans un contexte compétitif et sportif encore plus. Mais ça, on pourra échanger là-dessus si vous le souhaitez après. Dans Prince of Persia, on a bossé, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on a bossé sur quelques prods, dont Prince of Persia, avec l'association. On a bossé aussi sur Sifu et Deathloop pour les plus récents. Et donc sur Prince of Persia, une feature qui a été trop cool à mettre en place et qui est vraiment appréciée par des personnes qui ont des profils troubles de la mémoire ou déficience intellectuelle, ou juste vieux comme moi, c'est de pouvoir ajouter des marqueurs sur la map, mais qui ne sont pas juste des marqueurs comme on trouve dans Hollow Knight, par exemple, où on a des gemmes de couleurs et de formes différentes. C'est des screens de l'endroit où on est. Donc si on est un endroit, par exemple, où il y a une quête à finaliser, mais on n'a pas les éléments pour finaliser la quête, on peut prendre le screen et les pins en tête, mais mettre un pins, le piquer, le marquer sur la carte en associant ce screen et en étant capable, une fois, plus tard, quand on revient sur ces différents marqueurs, de ressortir le screen et de se dire, ah oui, en effet, c'est pas juste une pierre avec une sémantique assez pauvre, c'est aussi l'environnement qui est disponible, qui va permettre de se remettre dans la situation dans laquelle on est, et de se dire, ah oui, ok, non, en fait, c'est pas là, c'est plutôt là, oui, là, je reconnais l'endroit, et donc cette quête-là, c'est effectivement le truc dont j'avais besoin, donc je peux y retourner. Et donc ça, c'est un facilitateur dingo pour augmenter le niveau de confort. Alors, encore une fois, moi, mon niveau de confort là-dessus, il a augmenté de manière incroyable, mais qui va servir vraiment d'élément indispensable pour des personnes qui sont un peu plus dans le profil trouble de la mémoire, trouble de l'attention, déficience intellectuelle. Forza Motorsport, c'est un peu le Disneyland de l'accessibilité, si vous voulez regarder après le dernier Motorsport qui est sorti. On a justement cette capacité de paramétrage et de personnalisation qui est vraiment très poussée. Et la dernière grosse innovation qui a été marquante sur Motorsport, c'est le fait qu'il est carrément jouable sans l'image, donc uniquement avec du feedback sonore. C'est assez bluffant. Ça a été évidemment co-conçu et développé avec des consultants et des consultantes en situation de handicap visuel, mais on est sur quelque chose qui est d'une précision remarquable pour les personnes qui fonctionnent comme ça, qui ont besoin de fonctionner comme ça, ou qui ont envie de fonctionner comme ça. Et donc ce jeu au son a permis, par exemple, cette année, un membre de Capgame de jouer pour la première, qui est donc non-voyant, de jouer pour la première fois un jeu de course automobile, parce que aucun n'était accessible dans le mainstream. Et donc, non seulement il a pu y jouer, il a pu performer, mais il a gagné ses courses. Donc c'était vraiment le double combo cette année, et un moment assez incroyable pour lui. L'accessibilité ne doit pas être une finalité. Ça, c'est un petit peu le côté militant de l'association, où on va gentiment abandonner le terme d'accessibilité et l'approche d'accessibilité pour plus en faire quelque chose de spécifique, mais en faire quelque chose le plus standard possible, avec un changement de prisme ou de paradigme qu'on va essayer d'installer petit à petit, évidemment en vous accompagnant et avec votre participation. Quand on parle d'accessibilité, finalement, on parle de handicap, et quand on parle de handicap, on parle de différence. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller plus vers quelque chose d'inclusif et de parler de moins en moins d'accessibilité pour pas stigmatiser des utilisateurs ou des utilisatrices, et pour pas considérer non plus que c'est quelque chose de supplémentaire
dans un modèle global où on a le jeu vidéo avec ses composantes, et dans les composantes, il y a le son, il y a le game design, il y a le producing, il y a le marketing, et il y a l'accessibilité. Et là, bah ouais, l'accessibilité fait chier, il va falloir le budgétiser, il va falloir. En fait, non, l'approche la plus raisonnable, comme de toute façon ça concerne tous les métiers, c'est de former tous les métiers à une approche de base plus inclusive, et donc avec des automatismes d'accessibilité qui doivent être appris et systématisés. Donc on va finir avec l'accessibilité un jour, mais on peut commencer par arrêter de parler d'accessibilité, d'envisager la notion de confort, qui est un peu notre punchline à CalGame. Dès qu'on parle de confort d'utilisation, pour un utilisateur ou une utilisatrice, on n'est plus en train de se demander pourquoi il a besoin de ça. En fait, c'est pas une question pertinente, c'est juste qu'il a envie d'être comme ça. Et l'envie, ça peut être le besoin, c'est assez en sémantique, ça peut être assez proche. Mais d'un point de vue du design, finalement, ça va se superposer. Et dès qu'on considère le confort, finalement, on considère on care en fait l'utilisateur ou l'utilisatrice, et on fait en sorte que on ait des fonctionnalités, features, design qui soient les plus confortables possibles pour la diversité ou pour les utilisateurs, utilisatrices qu'on vise dans un produit, dans un service, dans un jeu vidéo. Et donc ça permet de normaliser un peu cette notion et de dire que finalement le confort, ça s'applique à tout le monde et pas simplement à cette population de personnes handicapées qu'on nous rajoute ces dernières années. Le confort, c'est tout le monde en fait. Tout le monde doit être confortable, et ça, on le fait depuis des années, depuis que le jeu vidéo existe. On essaie de faire en sorte que le jeu soit utilisable, comprendre, confortable. Quand on optimise l'utilisabilité en confort, ça marche aussi pour les personnes qui sont aujourd'hui un peu écartées du modèle typique. Donc l'idée, c'est d'arrêter le modèle typique et d'imaginer un modèle à géométrie variable qui va permettre d'adresser cette notion de confort sur les différents aspects que le jeu vidéo doit manipuler. Si on considère le confort, le jeu à une seule main, c'est plus simplement un mode handicapé, moteur, membre supérieur, c'est jouer à une seule main. Okay. Pourquoi on devrait pouvoir jouer à une seule main, ou pour qui ça peut être confortable de jouer à une seule main? Une personne qui a une problématique au membre supérieur de naissance, une agénésie par exemple, il n'a pas de main gauche, du coup on va avoir du mal à lui demander de mobiliser sa main gauche, donc lui jouer à une seule main, c'est nécessaire. Ça peut être un plâtre, rappelez-vous le temporaire ou le permanent de la loi de 2005, ça s'inscrit là-dedans, c'est que le handicap il peut être soit à vie, soit passager. Là le plâtre c'est passager. Pourquoi est-ce qu'en ayant un plâtre sur une main, sur un bras, je devrais ne plus avoir accès aux jeux vidéo? S'il y avait un mode jouer à une main, ça me servirait aussi. Si je veux jouer en endormant mon gamin qui dort pas la nuit, parce que quand même, il dort pas la nuit, donc je vais bien un petit peu compenser avec du plaisir, je veux jouer, je porte mon gamin dans l'autre main, si je peux jouer à une main, je peux faire ça. Si je suis en train de manger une pizza ou boire un truc alcoolisé ou pas, dans une main, il ne me reste plus qu'une main pour jouer, pourquoi est-ce que ça ne serait pas envisageable? Donc, toutes ces situations différentes qui ne relèvent pas du handicap, qui relèvent de l'usage et du confort finalement d'utilisation, seraient super contentes d'avoir un mode jouer à une main. De la même manière, le sous-titrage, au début, on le pense pour les personnes qui n'entendent pas l'audio, qui entendent mal l'audio. Évidemment, c'est des utilisateurs et utilisatrices cibles, enfin au moins assurées. Encore que chez les personnes sourdes, on pourra avoir une discussion là-dessus. Ça peut aussi, les bénéficiaires peuvent aussi être des personnes qui ne comprennent pas très bien l'oral. Et donc là, ce n'est pas forcément des problèmes physiologiques, ça peut être des personnes qui sont non natives sur cette langue ou pas fluentes. Et du coup, on a besoin du sous-titre. Je pense qu'une partie d'entre nous le fait déjà sur des séries télévisées. On le met en VO, on met le sous-titrage en dessous parce que notre niveau de péruvien ou polonais n'est pas suffisamment fluent pour décoder tout comme si c'était en français. Si on ne peut pas faire de bruit, donc si l'environnement doit rester calme, ça ne devrait pas être un motif ou une contrainte pour ne pas jouer aux jeux vidéo. Donc le fait de pouvoir passer en visuel des choses qui sont normalement en audio permet à bébé ou pépé de continuer de dormir à côté et de ne pas provoquer un
conflit familial. Et quand on est dans une réunion pénible, évidemment, on joue aux jeux vidéo, on n'a pas forcément envie de se faire cramer, du coup, mais on a quand même envie de jouer correctement. Et donc, passer des choses audio en visuel nous permet de continuer de ne pas écouter les réunions et de jouer aux jeux vidéo. Donc, tout ça, c'est encore une fois des situations de confort et des situations d'usage qui déploient des fonctionnalités qui aujourd'hui sont estampillées accessibilité, mais qui, en fait, servent à beaucoup plus potentiellement peuvent servir à beaucoup plus de monde que simplement les personnes en situation de handicap. J'arrive au bout gentiment, et désolé, je sais que ça a été très vite, très rapide. Pour aller plus loin, des ressources qui sont assez importantes. Les Game Accessibility Guidelines, c'est probablement les plus anciennes ressources disponibles. Ça doit avoir 10-15 piges déjà. Ça continue d'être alimenté par les pompes de l'accessibilité des jeux vidéo à l'international aujourd'hui. C'est porté par l'IGDA, International Game Developer Association, par le Special Interest Group sur Game Accessibility. Et il y a du Ian Hamilton, il y a du Thomas Westin à l'intérieur, Barry Ellis. Les Xbox Accessibility Guidelines qui ont été créés il y a quelques années maintenant, et qui s'inspirent largement des premières, mais qui amènent aussi leurs pattes, qui sont disponibles. Chez Able Gamers, qui est une autre association américaine, encore plus vieille que nous, c'était un peu notre modèle à la création de CamGame, qui font plein de trucs assez dingos, et qui ont une ressource de cartes qui peuvent être intéressantes sur du brainstorming, sur du design, sur de l'acculturation, de comment on transforme un challenge pour qu'il soit plus accessible. Donc, je les ai jamais manipulés, mais on m'en a parlé comme étant un pointeur intéressant, donc je vous le partage et je suis chaud pour prendre vos retours si vous vous engagez là-dedans. Et nous, évidemment, je sais pas, mais nous, on a 2-3 ressources aussi qui sont disponibles. Les ressources de testing peuvent être très intéressantes aussi en formation acculturation, puisque vous avez des analyses qui sont réputées pour être très bonnes. C'est pas nous qui le disons, de jeux vidéo mainstream, de bout AAA, et qui vous permettent de comprendre pourquoi un truc fonctionne et pourquoi un truc fonctionne pas, en ayant le jeu et l'analyse en accessibilité. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et parti pour les questions si vous en avez. Merci beaucoup Jérôme, merci pour toute la présentation. Voilà, j'espère que, comme tu disais, on va vite pour justement avoir ce temps de questions, donc n'hésitez pas, si vous avez un point sur lequel vous voulez revenir ou une question à poser qui vous est venue en fonction de ce que tu as dit. Moi sinon je pourrais ouvrir, parce que j'en avais une qui est venue pendant la présentation. Mais non, voilà, dans ce cas-là, comme je vois pas encore de main levée pour lancer les festivités, je vais t'en poser une. Quand tu parlais de la formation des équipes, tu disais que c'était important d'inclure ça sur une formation globale de toutes les équipes. Est-ce que vous arrivez à avoir ces deux niveaux aujourd'hui avec tout l'historique que vous avez de formation globale des équipes et même après de suivi, tu vois, d'une équipe en particulier? Est-ce que les game designers, ils ont des petites notions un petit peu différentes à avoir? Est-ce que les devs aussi, ou est-ce que vous arrivez plutôt avec une approche où vous préférez travailler en groupe avec un GD, un dev et un artiste potentiellement, tu vois, pour ce genre de features et penser ces features-là dès le début? Le gros de notre activité de formation, pour l'instant, elle est sur le niveau un peu plus posé de ce que j'ai raconté aujourd'hui, c'est-à-dire de l'acculturation. On n'est pas forcément sur du gros truc pointu en majorité. Quand on est en prod, après, ça va dépendre. Il y a des prods où on a fait des audits d'access pour patcher derrière et corriger les problématiques d'accessibilité. On a fait des workshops avec des joueurs et des joueuses en situation de handicap où on a eu tous les leads dans la perspective de futur développement. On a eu des petites équipes avec lesquelles on a fait des brainstorm design tout au début en pré-alpha, hein, vraiment tôt pour débunker des problématiques potentielles et associer une vision accessibilité dans les propositions de design. Donc là, on avait des journées super intéressantes qui sont très différentes des playtests qu'on peut mener par ailleurs. Et on travaille aussi avec les fonctions support de manière assez plus rarement, mais quand même sur la communication et le marketing. C'est comment est-ce que on s'assure que une fois que les devs ont fait le taf de rendre le jeu accessible, comment on s'assure que l'information que le jeu est dans une certaine mesure accessible va arriver jusqu'au bénéficiaire.
Un truc que j'ai pas dit, on parle d'accessibilité, mais un jeu accessible, ça veut rien dire. À un moment donné, il faut mettre des trucs derrière, donc c'est accessible pour les personnes à mobilité réduite, et encore là, derrière, il faut encore raffiner pour faire la différence entre les personnes qui ont, par exemple, des troubles au niveau du membre inférieur versus du membre supérieur. C'est accessible pour tel profil, et donc il faut vraiment arriver à spécifier quelle fonctionnalité sert à qui, et ensuite que les équipes comme les markets s'approprient ça pour le transférer sur les canaux ad hoc avec la forme qui elle-même est accessible. D'accord. Ouais, écoute, merci beaucoup. Je vois que Guillaume voulait poser une question, donc hop, je te laisse poser ta question, Guillaume. Merci beaucoup, Jérôme. Super. Oui, merci beaucoup déjà pour tout ça, c'est intéressant. Une question peut-être un peu précise, mais je ne sais pas si ça s'applique vraiment à ce type de projet, on va dire, plutôt sur du jeu AAA comme ça. Comment vous mesurez l'accessibilité? Alors je pose cette question peut-être plus en rapport à ce que nous, on doit faire un peu plus dans le web, où on a souvent des demandes, notamment pour tout ce qui est public. Normalement, on doit être conforme RGA. Est-ce que vous adressez le RGA quand vous faites des projets accessibles comme ça, ou est-ce que c'est pas du tout des demandes et voilà, et comment vous mesurez du coup on va dire cette conformité ou ce taux d'accessibilité d'un projet sur ce genre de projet en fait? Ouais, c'est une question complexe. Je vais dire de la merde là, donc je suis pas sûr qu'on garde l'enregistrement, mais le RGA, c'est une solution administrative à une question d'accessibilité. Donc, on peut être conforme au RGA sur un niveau A, AA, et pas du tout être utilisable en fait. Parce que le RGA, c'est une matrice problème-solution ou solution, on coche des cases. En fait, on peut cocher des cases de manière complètement déconnante et arriver à la fin à quelque chose qui n'a pas de sens en fait. Ouais. Donc, on n'a pas, enfin, le RGA fonctionne pas de base dans le web, et du coup, on l'adressera pas dans le jeu vidéo, au moins pour cette raison. On a fait un comparatif avec justement Ian Hamilton et Thomas Westin et une autre collègue aux États-Unis. Pour trouver le papier, enfin, je peux essayer de le retrouver et puis de vous le partager, sur un comparatif justement entre les normes d'accessibilité web et les normes qui ne sont pas des normes, c'est les guidelines, les Game Accessibility Guidelines dont je vous ai parlé tout à l'heure, la première référence. Et on a essayé de faire un comparatif pour dire est-ce que ça c'est l'équivalent et qu'est-ce qui fait la différence entre du jeu et du web. Si on a du jeu sur le web maintenant, c'était plus les normes d'accessibilité W3C versus les Game Accessibility Guidelines, donc ça peut participer à cette réponse. On ne sait pas mesurer un taux d'accessibilité, même nous, sur CapGame, on met des scores qui sont... c'est choupi kawaii en fait, c'est histoire de donner une tendance globale de la quantité de trucs qui vont servir un certain profil. Dans les faits, on ne peut pas dire ce jeu est accessible à 20%, à 30%, voilà, parce que la diversité des gens qui sont adressés dans les catégories qui sont aujourd'hui héritées de la médecine, cette diversité à l'infini, donc c'est pas possible. Et pour éviter de faire ça, l'idée c'est d'identifier les outils qui sont nécessaires, comme le remapping par exemple. Alors, je n'ai pas donné les 3 piliers, j'en ai donné qu'un avec le remapping, mais les 2 autres, c'est adresser le daltonisme et gérer des sous-titres qui soient utilisables et adaptables, de taille, de fond, de couleur. Et on sait déjà que ces 3 piliers-là, remapping, daltonisme et sous-titrage, c'est les 3 demandes les plus importantes côté gamer et gameuse en situation de handicap. Donc déjà, avant de chercher à mesurer quantitativement, c'est dire si j'ai ces 3 piliers déjà, là je suis en avance aujourd'hui. Et après, on monte en puissance, on itère sur les choses qu'on peut continuer comme je disais, d'ajouter à ces briques transversales pour avoir des jeux de plus en plus accessibles, mais c'est du relatif. La législation aux États-Unis a changé en 2018-2019 avec un document qui s'appelle le 21st Century Communication and Video Accessibility Act, un document qui a été signé par Barack Obama et qui a dit en gros le numérique progresse, le numérique est partout, mais on ne s'est jamais intéressé au fait que le numérique devait être accessible, donc maintenant on va commencer. Et le jeu vidéo s'est retrouvé embarqué dans cette histoire alors qu'il n'était pas au début, alors, c'est plutôt cool d'ailleurs. C'est ce qui a fait bouger pas mal l'industrie depuis 2017-2018. Et dans le CVA, on a cette notion de il faut montrer qu'on a. C'est pas une grille comme le RG2A, il faut démontrer qu'on a fait des trucs en fait en accessibilité
comment on les a fait, est-ce qu'on a impliqué des gens, et si on les a pas fait, pourquoi on les a pas fait, et pourquoi on n'a pas réussi à le faire. Donc c'est plus un argumentaire c'est plus un argumentaire qu'une échelle de valeur. En fait. Oui, ce qui est beaucoup plus Bah, intelligent. oui, parce que les gens qui sont directement concernés voient si le machin dont ils ont besoin est dedans ou pas, en fait, plutôt qu'un score encore une fois, qui va englober et qui va lisser des tas de situations différentes. Oui, et puis qui est complètement incohérent, mais c'est vrai que c'est une des grosses difficultés que nous, on peut avoir, parce qu'on nous demande, parce que la loi l'impose, normalement, d'être conforme RGA, et encore une fois, c'est pas forcément sur du jeu comme ce que tu as montré là, mais plus du jeu web, mais ça reste du jeu, et du coup, on est dans des cas de figure où en fait, c'est impossible. Et le client ne peut pas comprendre, et nous, on peut pas faire, et voilà, on se retrouve un peu coincé. Je comprends. Merci. Plaisir. Je vois qu'il y a 2 personnes qui levaient la main. Daniel levait la main en premier, et ensuite on aura Damien. Bonjour et merci, c'était super intéressant. J'ai pu voir que peut-être on se débrouille pas trop mal pour un jeu qu'on fait à 2 chez nous. Cool. Et en fait, c'était limite philosophique ma question, j'ai envie de dire, parce que le moment où j'ai le plus tiqué, c'était l'histoire de l'accès partiel au jeu. Dans notre jeu, ça peut vite être très compliqué, donc c'est un jeu d'ambulance où on doit conduire, gérer un téléphone et prendre soin d'un patient simultanément. Nous, idéalement, on aimerait mettre un mode de joueur pour diviser les tâches en deux. Mais le truc, c'est qu'on a quand même fait en sorte que tout est faisable, pas en même temps, en fait. Enfin, si on les fait pas en même temps, c'est pas grave. Et parce que de toute façon, même pour quelqu'un qui gère super bien, ça reste très compliqué de tout faire à la fois, quoi. Okay. Mais on a quand même rajouté un truc déjà, c'est qu'on veut, des fois on doit parcourir la ville de bout en bout, et ça peut être chiant, et donc on a prévu de se rajouter des challenges. Donc là on se retrouve avec un 4e truc à faire potentiellement simultanément avec le reste. Ça devient le bordel, et nous déjà de base on se pose la question de ces choses-là, 4e, elles sont complètement optionnelles dans le jeu, mais en fait je me demande à quel point c'est pas frustrant pour les gens de ne pas pouvoir faire des trucs, en fait. Et donc, quand on donne la possibilité d'enlever des choses du jeu et de pouvoir quand même progresser dans le jeu, à quel point on se sent pas mal face au truc, en fait? Qu'est-ce que vos joueurs pensent de ce genre de situation, en fait? Je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, hein, le retour, c'est si je peux pas en enlever, je peux pas jouer. Du coup, si je fais qu'un truc, je peux y jouer. Du coup, je m'éclate quand même. Et ok, j'ai pas la version full, mais de toute façon, je suis pas en capacité. Je suis pas dans la cible de la version full. Donc la micro truc que je peux faire et qu'on me permet d'isoler et de faire, ça me permet d'évoluer dans le jeu. Ça me permet de profiter de l'expérience, profiter de l'univers qui a été développé et de profiter d'une partie du design du gameplay qui a été développé. Notre meilleur exemple, c'est un peu différent, mais c'est Céleste. Céleste, c'est platformer hardcore. On se fait tartiner tout le temps et ça prend du temps d'aller au bout. Et ben dans Céleste, on a un assist mode. Je ne sais pas si quelques-unes d'entre vous l'ont déjà expérimenté. L'assist mode, c'est 4 items dans un menu qui vont permettre d'aller jusqu'à l'invincibilité du personnage. C'est-à-dire qu'on tombe sur des pics ou dans des trous, on rebondit et on peut se faire ramasser par n'importe quel danger, il ne se passera rien, et donc on a la possibilité de jouer ce platformer hardcore en mode invincible. Et les autres options possibles dans ce menu, c'est ralentir la vitesse du jeu, c'est avoir des dashs infinis. Enfin, c'est dans une philosophie hardcore, enfin platformer hardcore, en fait, c'est complètement antagoniste. Mais ils expliquent vachement bien ça en plus avec un splash screen quand on lance l'assist mode, c'est que le jeu a été designé pour des players hardcore. Ils invitent toutes et tous à jouer à ce jeu sur cette approche qui a été la leur, mais qui comprennent très bien la diversité des gens et que tout le monde n'est pas compatible avec ça, et que le mode assist est là pour répondre à ces diversités de besoins, de sensibilité, d'envie. Moi perso, j'adore les plateformes hardcore, parce que j'ai plus que ça à foutre en fait. De passer 60 heures à finir un jeu. Donc si je veux pouvoir en parler après
dans mes formations, que ce soit auprès des étudiants, étudiantes ou auprès des pros, il faut que ça soit efficace. Donc, j'ai une vision globale et une certaine efficience de la vision globale. Donc, on ne parle pas d'accessibilité slash handicap, on parle de faisabilité pour d'autres raisons qui doivent être différentes et une expérience qui doit être différente. Ouais, ce qui compte, ce serait peut-être juste la manière de présenter les choses, en fait. Ouais, c'est souvent un pas de côté, mais y compris dans l'implème et dans le design et dans le dev, hein, c'est souvent des pas de côté. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à faire des formations et accompagner, sensibiliser, à éduquer les gens sur ces problématiques et ces concepts pour montrer que c'est pas forcément un truc énorme, c'est juste un truc qui est mal connu. Et évidemment, mal connu, si on n'est pas amené à progresser, s'acculturer, on ne connaîtra pas mieux. Donc nous, on essaye de pousser par différents moyens, que ce soit la formation ou les partenariats avec le CNJV pour adresser un maximum de monde et puis exposer ces sujets-là à un maximum de personnes pour démontrer que le remapping, une fois qu'il est fait, en fait, peut-être que ça a un coût, mais peut-être pas tant que ça. Une fois qu'il est fait, globalement, on peut le réutiliser dans les autres prods, par exemple. Merci. Je vais donner la parole à Damien, du coup, qui avait aussi une question. Ouais, bonjour Jérôme, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour ta presse. Moi déjà, j'ai une petite anecdote aussi pour la notion de partialité. Tout à l'heure, une fois, on parlait de arachnophobie sur un jeu et quelqu'un m'a répondu que ça vient altérer le design, etc. L'un des principaux arguments contre l'accessibilité. Et en fait, il faut se rendre compte que le mode arachnophobie, pour les arachnophobes, en fait, c'est le jeu par défaut. Et s'il n'y a pas le mode arachnophobie, il n'y a pas de jeu, en fait. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Et ma petite question pour Jérôme, c'est à un moment, tu parles de confort, de la notion de confort. Et moi, je me posais la question, en fait, de comment vous en parliez, comment vous pouviez l'amener quand vous parlez avec des gens qui critiquent l'accessibilité. Parce que c'est souvent un des arguments, on va reléguer l'accessibilité à juste du confort, entre guillemets. Et je voulais savoir comment toi et comment à Capgame, vous pouvez en parler. En vrai, l'acceptabilité de la notion de confort, elle est assez grande. Les gens sont assez OK avec justement le pas de côté, la transposition au travers de ce prisme-là. Mais ce que tu évoquais juste avant, c'est la plus grosse problématique, c'est les problématiques de design, en fait. Je ne vais pas dire que c'est avec les designers qu'on a le plus de discussions, mais presque. Discussion engagée, parce qu'on a quelque chose qui est quasi systématique on va, en faisant de l'accessibilité, on va dégrader la proposition, on va dégrader le design, ou on respecte pas ma vision d'artiste, ou blablabla. Donc, c'est quelque chose qui est assez, alors qui s'explique, hein, que nous, on arrive à adresser par justement cette approche de on ne demande pas un dénominateur commun, on ne demande pas on suggère pas un dénominateur commun, on ne suggère pas une dégradation pour telle ou telle raison. On suggère aux gens de proposer des alternatives systématiquement à un maximum de trucs qui pourraient poser problème. Et les trucs qui pourraient poser problème, ça peut être les QTE, ça pourrait être le placement des boutons, ça pourrait être le contraste sur l'écran, ça pourrait être l'absence de son, ou la présence de son, ou la présence d'araignées. Et c'est à chaque fois des possibilités de dire on sait que ce secteur-là, ou ce champ-là, ou ce domaine-là, ou ce truc-là, potentiellement peut être source de problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez envisager comme plan B? Et il y a un petit pourcentage de designers non genrés
qui scandent le droit à la vision d'artiste et qu'on n'altère pas ça. Le bazar qu'il y a eu avec Sekiro à l'époque de sa sortie, c'était typiquement là-dessus. En fait, la demande était mettait des niveaux de difficulté dans Sekiro parce que ceux qui ont envie de charbonner en mode hardcore, c'est-à-dire la proposition native, ils iront là. Et puis les gens qui ont, pour une raison ou pour une autre, besoin, envie d'aller expérimenter ce jeu avec des niveaux de difficulté moindres, ils iront là. Et puis il peut y avoir aussi une montée en compétence des derniers pour aller vers les premiers, et puis inversement, des gens qui ont peut-être. Et en fait, dans l'absolu, ça pose pas de problème. On peut même imaginer de différencier les performances, si c'est une histoire d'ego, avec des rewards qui sont donnés à ceux qui le font hardcore et puis pas à ceux qui le font pas hardcore. Mais ceux qui le font pas en mode hardcore, je vous assure qu'ils s'en foutent de ne pas avoir les rewards. Ce qu'ils veulent, c'est jouer au jeu. Et ça, ça n'a pas marché sur Sekiro. C'était le Game Camp 2019, je me rappelle très bien. On a fait une conférence là-dessus à cette époque. C'était tendu. Et c'était tendu parce que on a un petit pourcentage encore de personnes, enfin à l'époque, un petit peu moins encore maintenant, qui sont pas OK avec d'avoir une version non monolithique. Une version à géométrie variable ou à tiroir, conceptuellement, ça leur convient pas. Et les blocages sont souvent là. Ok, merci. Si possible, j'aimerais poser une deuxième question. Est-ce que dans le contexte actuel du jeu vidéo, de la production, et avec l'année 2024 qui vient de s'écouler et que c'était compliqué pour un peu tout le monde, est-ce que ça a changé le monde de l'accessibilité? Comment c'est perçu? Est-ce que les gens ont encore plus de mal, ont encore plus l'idée de se dire que ça va être encore plus compliqué qu'avant? Ou est-ce que c'est pareil? Je pourrais pas répondre à ça, on n'a pas assez de recul en fait là-dessus. On voit que les sollicitations qu'on avait eues, elles ont pas disparu, mais elles ont été postponées, donc un ralentissement global, mais pas du tout choquant par rapport à, comme tu dis, par rapport au contexte. Nous, on continue de pousser parce que l'idée étant, encore une fois, de ne pas considérer que l'accessibilité est un bloc supplémentaire et un poste de ressources supplémentaire qu'il va falloir créer, mais plutôt d'arriver en accompagnement pour placer des choses utiles, efficaces et à moindre coût, en pétant pas la logique de prod des différentes structures qu'on accompagne. Et au contraire, en essayant de faire en sorte que ça soit indolore pour que, au lieu de faire tel choix, de faire tel autre choix à coût équivalent et que le deuxième choix, en fait, pose moins de problèmes d'accessibilité que le premier. Merci beaucoup Damien pour les deux questions. Je vois que Marie lève la main, que ça va reprendre une dernière petite question voilà, pour compléter tout ça. Bonjour à tous. Et merci pour la présentation et cette évolution de pensée et de conscience. De mon côté, pour un petit contexte, je suis en phase de conception d'un jeu en réalité virtuelle. Et mon but étant de le rendre le plus du coup accessible possible, mais sans être justement dans le sentiment d'avoir le syndrome du sauveur. Mais du coup, je me posais une question. À la base, je voulais faire donc une base de jeu et par la suite proposer des DLC ou des mises à niveau du jeu accessibles à différentes cibles ou différentes adaptations. Et ma question étant, est-ce que le mieux, c'est de prendre du temps pour justement sortir le jeu de base avec un maximum d'adaptation en fait, d'options supplémentaires. Est-ce que la solution c'est de prendre le temps de sortir les jeux? Voilà. Super question. Ma réponse passe-partout, c'est pourquoi choisir. Je pense qu'il y a un certain nombre de trucs. Alors l'emmerdement supplémentaire en VR, il est évident. On a les deux sujets de thèse dont je parlais tout à l'heure chez nous, ils sont
en tout ou partie sur l'accessibilité de la réalité virtuelle. Donc on a un certain nombre de trucs qui deviennent plus compliqués encore que le clavier que le PC console quand on est en VR, c'est évident. Mais il y a déjà des choses à faire juste sur cette plateforme particulière et qui sont à mon avis inévitables, ne serait-ce que pouvoir gérer la hauteur de la cam pour des personnes en position assise, donc fauteuil roulant. Est-ce que l'environnement se met à niveau? Est-ce qu'il a besoin de se mettre à niveau? Est-ce que les gens ont la possibilité de le mettre à niveau? La manipulation des deux contrôleurs, elle peut être problématique pour plein de raisons. Interaction gestuelle, pointage, motricité fine sur les contrôleurs. Et là, on n'a pas parlé du jeu, on n'a pas parlé du contenu encore. Donc ça, je pense que c'est inévitable de prendre du temps pour faire en sorte que ces problématiques inhérentes à la plateforme soient adressées. Et ensuite, c'est un peu une stratégie de structure commerciale, de voir à quel temps on peut passer à développer des trucs avant de launcher. Mon point de vue, c'est que ça peut être délayé, ça peut être repoussé si on communique dessus. Si les gens ont l'information, et c'est vraiment un axe important de pouvoir communiquer sur l'accessibilité ou l'inaccessibilité des jeux aujourd'hui. Ça évite la frustration, justement. Et si on dit, là, on launch, et en fait, le premier patch, il servira à corriger tel truc, à mettre tel feature, les gens ne seront pas vénères. Par contre, ils vont attendre le DLC, s'il ne sort pas, ils vont être vénères. Mais ça, c'est normal. Ubisoft fait ça maintenant. Ils ont un endroit dans leur site web où tous leurs jeux ils communiquent sur l'accessibilité ou l'inaccessibilité de tous leurs jeux. C'est-à-dire qu'un jeu qui n'est pas du tout accessible, ils vont dire c'est pas du tout accessible parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Par contre, celui-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il n'y a peut-être pas ça. Et cette information de non-accessibilité, elle est aussi importante que l'information d'accessibilité. Il faut comprendre aujourd'hui les stratégies de joueurs et joueuses qui sont en situation de handicap, historiquement, ça a été d'acheter les jeux et de se rendre compte une fois que le jeu est acheté qu'ils ne pouvaient pas y jouer. Il n'y a pas d'information a priori. Donc il y a des maîtres linéaires de jeux vidéo chez des membres de Capgame qui ne sont pas utilisés. Et puis il y a une petite étagère avec 3-4 jeux, c'est les seuls qui ont survécu à leur profil, en fait. Et donc de pouvoir déjà corriger cette déconnade de manque d'information, et ça c'est important. Donc je ne sais pas si ça répond précisément à la question, mais j'espère que ça donne des éléments de réflexion. Oui, je vois très bien, et c'est justement là la difficulté, c'est que j'ai très envie de clamer haut et fort que je voudrais faire le plus d'efforts possible pour donner le plus de confort possible, mais encore faut-il il faut pas que je me proclame comme sortir le jeu le plus confortable des temps, et voilà, la difficulté c'est j'ai très envie d'en parler, de parler là-dessus, mais j'ai vu que pour l'instant ça va être je ne peux pas, justement, comme vous dites, parler. Peut-être qu'il y aura d'autres conforts, des options de confort qui seront prises par la suite. En gros, faut pas que je mette la charrue avant les bœufs. Non, j'allais y venir, effectivement. Je pense qu'il faut faire le taf d'abord. Oui. Et pour faire le taf, il faut être accompagné. Alors, je ne parle pas forcément de nous, probablement d'autres structures, mais il faut impliquer des personnes directement concernées pour être sûr de ne pas développer des trucs qui nous semblent intéressants, mais en fait qui ne fonctionnent pas pour telle ou telle raison. Donc là, il faut vraiment aller chercher des experts et des expertes, des gamers et des gameuses en situation de handicap pour pouvoir faire une demi-journée, une journée, une semaine, je ne sais pas, de brainstorming, de workshop, de playtest, de boulot ensemble. Et là, non seulement ça évite de développer des trucs pour rien ou qui sont pas utiles, mais derrière, comme ça va être pertinent, vous allez avoir une communauté de joueurs et joueuses en situation de handicap potentiellement qui vont pouvoir être vos ambassadeurs et ambassadrices. Et c'est peut-être pas la structure de clamer des choses, juste de factuellement les annoncer en disant voilà, on a mis ça en fonctionnalité. Mais par contre, tout le buzz derrière va être fait par les communautés qui ont enfin probablement accès à des jeux parce que tel truc a été mis en place et tel effort a été réalisé.
Ok, très bien. Ben, merci à vous. Non plus. Merci Marie, vu l'heure, on a un tout petit peu dépassé, mais merci beaucoup pour vos questions. Merci encore Jérôme d'avoir pris le temps de faire cette présentation. Voilà, et puis merci à toutes et tous de vous être inscrits, d'avoir participé. Pour la suite, sachez que vous allez, en tant qu'inscrit, vous allez bien sûr recevoir le replay en direct par mail. Je vais aussi vous envoyer le mail de Jérôme, parce que Jérôme disait, voilà, il y a d'autres acteurs peut-être, mais en tout cas, voilà, merci à Jérôme d'avoir aujourd'hui pris le temps pour de vous faire cette présentation. Et voilà, Capgame est quand même depuis longtemps travaille sur ces sujets-là et peut vous accompagner si vous avez des besoins, des questions, comme tu disais, que ce soit du playtest ou au niveau de la conception dès le début. Donc voilà, si vous avez besoin d'un renfort, l'impression que vous avez envie d'être accompagné, d'avoir des experts et de pouvoir vous poser ces questions-là en amont, bah, voilà, vous aurez le mail de Jérôme qui vous permettra de contacter directement l'association Capgame pour tous ces besoins-là. Encore merci d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée et on est à votre disposition si vous avez la moindre question à poser. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci.